Maman. Ma femme, les enfants et les belles-mères vont venir vivre ici. Dans l'appartement, on ne tient plus. Ça ne sert à rien de te plaindre. On en a déjà parlé tous ensemble, et on ne reviendra pas en arrière. Ce mardi-là, il est entré chez moi, comme toujours, sans sonner, comme s'il était le propriétaire. J'étais en train de préparer du café quand il a lâché cette phrase qui m'est tombée dessus comme un seau d'eau glacée. J'ai 70 ans, dont 40 passés à travailler comme femme de ménage pour pouvoir acheter cette maison. Et maintenant mon propre fils vient me dire que d'autres vont vivre ici sans me demander si je suis d'accord. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que pendant qu'il parlait avec cette arrogance, moi je calculais déjà. Je réfléchissais déjà à ce que j'allais faire cette fois. Rosa Gomez n'allait pas rester silencieuse. À supporter ce qui arrange tout le monde sauf moi. Je suis resté là, debout, la cafetière à la main, le regardant marcher dans mon salon comme si c'était déjà chez lui. Comme si toutes ces années à nettoyer les maisons des autres pour avoir la mienne ne comptaient pour rien. Comme si mon avis ne comptait pas dans une décision qu'il avait déjà prise sans me consulter. Tu m'entends? Maman, Martina est déjà en train de faire les valises. Les enfants, Leandro et Cecilia, sont contents. Parce qu'ils vont avoir plus d'espace pour jouer. Et Ottilia ne peut plus rester seule. Elle est déjà très âgée et on ne peut pas lui payer une aide-soignante. Ici, il y a de la place. Et toi, tu vis seule? Ottilia, la belle-mère de ma belle-fille. Une dame que je connais à peine, mais qui va maintenant vivre dans ma maison, dans mon refuge. Dans l'endroit où j'avais enfin trouvé la paix. Après m'être endetté, après avoir élevé 5 enfants, après une vie entière à donner sans rien recevoir en retour. Une inconnue allait occuper ma chambre d'amis. Cet espace que j'avais meublé avec mes propres économies. Je lui ai dit en gardant une voix calme, même si à l'intérieur, quelque chose se brisait. C'est ma maison. C'est moi qui l'ai achetée, c'est moi qui l'ai payée. Il a ri. Il a ri de moi comme si j'avais dit une bêtise, comme si une femme de mon âge n'avait pas le droit d'avoir son mot à dire sur sa propre vie. Ce rire m'a fait plus mal que n'importe quel cri, plus que n'importe quelle insulte. C'était un rire de mépris, de supériorité. D'une personne qui croit pouvoir décider pour les autres sans conséquence. Oh maman, ne sois pas dramatique. C'est temporaire. Le temps qu'on trouve quelque chose de plus grand. Et puis, ça va te faire du bien d'avoir de la compagnie. À ton âge, tu ne devrais pas vivre seul. Et si jamais il t'arrive quelque chose et que personne ne s'en rend compte? À mon âge? Encore cette phrase que mes enfants ressortaient. Chaque fois qu'ils voulaient me manipuler, comme si avoir 70 ans faisait de moi une incapable. Comme si toute mon expérience ne valait rien face aux décisions précipitées d'un homme de 40 ans. Qui n'était même pas capable de loger sa famille dans un endroit correct. Comme si je n'avais pas déjà prouvé pendant cette décennie que je sais très bien m'occuper de moi. En vérité, je vivais mieux seul que quand j'étais marié. Je pouvais regarder mes émissions préférées sans que personne change de chaîne. Cuisiner ce que j'avais envie, inviter mes amis quand je voulais. J'avais appris à utiliser le téléphone portable. J'avais mon groupe WhatsApp avec les voisines. Et je sortais marcher tous les matins au parc. Je n'avais besoin de personne pour veiller sur moi. Quand comptes-tu les faire venir? Je lui ai demandé, et il n'a même pas remarqué le ton différent de ma voix. Il ne s'est pas rendu compte que je n'étais plus la femme soumise d'avant. Ce samedi, Martina a déjà tout préparé. Les enfants vont utiliser ta chambre de couture. Tu verras, tu vas adorer les avoir près de toi. Ottilia prendra la chambre d'amis. Et nous, pour l'instant, on dormira dans le salon jusqu'à ce qu'on s'organise mieux. Pour l'instant. Quel mensonge. Je connaissais Martina. Assez pour savoir que dès qu'elle poserait un pied ici, elle ne repartirait plus jamais. Je connaissais assez bien Eliseo pour savoir que ces solutions temporaires se transformaient toujours en charge permanente que je devais supporter en silence. J'avais déjà vu comment il avait fait pareil avec sa grande sœur qui, au départ, devait rester quelques jours, et a fini par rester 2 ans. Ma chambre de couture. Cet endroit que j'avais transformé en sanctuaire, avec ma machine à coudre. Mes tissus, mes projets, où je me réfugiais pour trouver la paix. Allait maintenant devenir la chambre de 2 enfants qui n'avaient aucune faute. Mais qui allait détruire ma tranquillité pendant que lui m'expliquait comment il allait réorganiser ma maison. Comment ils allaient répartir mes pièces, comment moi, je devais m'adapter à leur nouvelle vie.
J'ai senti quelque chose de très profond bouger en moi. Ce n'était pas de la colère, ni de la tristesse. C'était quelque chose de beaucoup plus fort. De la détermination. Une force que je ne ressentais plus depuis des années. Que je croyais partie avec l'âge. J'avais été cette mère qui disait toujours oui. Celle qui se sacrifiait pour tout le monde, qui mettait les besoins des autres avant les siens. Celle qui faisait des doubles horaires pour que ses enfants puissent étudier. Celle qui ne s'achetait plus de vêtements pendant des années pour pouvoir économiser et acheter cette maison. Mais à 70 ans, dans ma propre maison, avec mes propres règles, je n'allais plus être cette femme. Très bien, dis-je enfin. Et je l'ai vu se détendre, croyant qu'il avait gagné. Amen les samedis. Il a souri, satisfait. Il m'a embrassé sur le front comme si j'étais une gentille petite fille obéissante. Et il est parti, laissant derrière lui cette odeur de parfum bon marché qu'il porte toujours. Il est parti en pensant qu'il avait résolu ses problèmes à mes dépens, comme il l'avait toujours fait. Il est parti persuadé que sa mère était toujours la même, celle qui ne se plaignait jamais. Celle qui trouvait toujours un moyen de tout arranger. Mais il ne savait pas que Rosa Gomez avait d'autres plans. Il ne savait pas que pendant qu'il célébrait sa supposée victoire, moi je préparais déjà ma stratégie. Il ne savait pas que cette fois, pour la première fois en 70 ans, j'allais jouer selon mes propres règles. Il ne savait pas qu'il avait réveillé quelque chose en moi qui dormait depuis trop longtemps. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Séverina, mon amie du groupe de marche. J'avais besoin de parler à quelqu'un qui comprenne. Qui sache ce que ça veut dire de se battre pour avoir son propre espace. Après tant d'années à tout donner pour les autres. Séverina, c'est Rosa. Tu peux venir demain matin. J'ai besoin de te parler de quelque chose de très important. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Je suis resté éveillé à penser à chaque détail, chaque action que je devais faire. Éliseo pensait me connaître. Il croyait savoir exactement comment j'allais réagir. Il croyait que j'étais toujours la même femme soumise, celle qui acceptait tout sans rien dire. Mais il allait avoir la surprise de sa vie. Cette fois, Rosa Gomez allait montrer de quoi elle était capable. Le lendemain, je me suis levé à 5h30, comme tous les jours depuis que je suis à la retraite. Contrairement à ce que pense Éliseo, ma vie n'est pas ennuyeuse ni vide. J'ai une routine que j'aime, qui me fait du bien, que j'ai construite pour moi après des décennies à vivre pour les autres. D'abord, je regarde mon téléphone, j'ai des messages dans le groupe WhatsApp des amis du quartier. Où Séverina, Tania et d'autres dames partagent les bonjours, des recettes et les potins du voisinage. J'ai aussi des notifications Facebook avec des photos de mes petits-enfants qui vivent loin. Ceux qui, eux, me valorisent et m'envoient des vidéos pour me dire qu'ils m'aiment. Je me suis levé, j'ai pris une douche et j'ai mis mon survêtement rose, celui que j'ai acheté le mois dernier en faisant du shopping avec Séverina. Je me suis maquillé un peu, comme ma petite fille m'a appris en appel vidéo. J'aime me sentir bien, belle pour moi-même. À 70 ans, j'ai appris que prendre soin de soi, ce n'est pas de la vanité, c'est du respect de soi. J'ai préparé mon petit déjeuner, flocons d'avoine avec des fruits, café noir et ma vitamine pour les os. J'ai mis ma musique préférée, ces chansons de Marco Antonio Soli qui me ramènent à ma jeunesse. J'ai mangé tranquillement à ma table, en regardant par la fenêtre le petit jardin que j'ai dans la cour. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est à moi. À 7 heures, Séverina a sonné. Elle, au moins, respecte ma maison. Pas comme d'autres qui entrent comme s'ils avaient conquis le territoire. Mon amie a 68 ans. Elle est veuve comme moi et vit seule dans son appartement depuis 5 ans. On s'est rencontrés dans le groupe de marche du parc et depuis on est devenus inséparables. Qu'est-ce qu'il se passe, Rosa? Tu avais l'air très inquiète. Hier, en servant le café, je lui ai tout raconté. Je lui ai expliqué comment Éliseo était arrivé avec cette décision déjà prise, en me traitant comme une petite fille qui n'a pas le droit de donner son avis sur sa propre vie. Séverina m'écoutait avec cette attention que seuls les vrais amis ont. Celles qui sont déjà passées par la même chose que toi, à qui tu as dit que c'était bon de les faire venir samedi. Séverina m'a regardé avec surprise. Elle s'attendait à ce que je lui parle d'une dispute, de cris, de larmes. Mais je ne suis plus cette femme qui perd la tête. J'ai appris qu'il y a des façons plus intelligentes de gérer les choses. Rosa, tu sais comment elle est. Martina? Une fois qu'elle s'installe ici, elle ne repartira plus jamais.
Et avec Ottilia et les enfants? Ta maison va devenir un vrai bazar. Exactement. Sévérina comprenait mieux la situation que mon propre fils. Elle savait ce que ça coûte d'entretenir une maison. Ce que ça veut dire d'avoir son intimité. L'importance d'avoir son propre espace. Après toute une vie à servir les autres. C'est pour ça que je dois agir vite, je lui ai dit. Et j'ai vu ses yeux s'illuminer de curiosité. Je lui ai raconté mon plan. Ce n'était pas un coup de tête, c'était quelque chose auquel je pensais depuis des mois. Depuis qu'Eliseo avait commencé à faire des allusions comme quoi ma maison était trop grande pour une seule personne. Depuis que Martina avait commencé à dire que ce serait mieux de vivre dans une maison que dans un appartement. Rosa, tu es sérieuse? Tu vas vraiment faire ça? M'a demandé Sévérina. J'ai 70 ans. J'ai travaillé toute ma vie pour avoir quelque chose à moi. Je ne vais pas laisser qui que ce soit, même pas mon fils, me prendre la paix que j'ai mis tant de temps à construire. Mon ami a souri. Ce sourire de complicité que seules les femmes, qui ont appris à se respecter après des années à passer après les autres peuvent comprendre. Ce sourire de celles qui savent qu'à un certain âge, il n'y a plus de temps à perdre à faire plaisir à ceux qui ne te respectent pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Cette question m'a confirmé pourquoi Sévérina était ma meilleure amie. Elle ne m'a pas jugé. Elle ne m'a pas dit que j'exagérais. Elle ne m'a pas demandé de penser aux sentiments d'Eliseo. Elle s'est simplement proposée pour m'aider. Voilà ce que font les vrais amis entre femmes mûres. Elles se soutiennent sans poser trop de questions. Pour l'instant, j'ai juste besoin que tu m'accompagnes à quelques endroits cette semaine. Et si quelqu'un te demande, tu ne sais rien. On a pris le petit déjeuner tranquillement pendant qu'on planifiait les détails. Sévérina m'a raconté que sa fille avait essayé de faire pareil l'année dernière, en lui proposant d'emménager dans une maison plus petite pour pouvoir mieux s'occuper d'elle. Comme si elle avait besoin qu'on s'occupe d'elle. Comme si ce n'était pas toujours eux qui demandaient de l'aide financière. C'est incroyable comme nos propres enfants nous traitent parfois plus mal que des inconnus, m'a-t-elle dit en l'avant. Les tasses. Comme si le fait de les avoir mis au monde leur donnait le droit de décider pour nous le reste de notre vie. Exactement. C'était ça la réalité que beaucoup de femmes de notre âge vivent en silence. Des enfants adultes qui prennent des décisions pour leur mère sans même leur demander. Qui les traite comme des fardeaux ou comme des distributeurs d'argent pour résoudre leurs problèmes. Qui utilise l'amour maternel et la culpabilité comme des armes pour manipuler. Après le petit déjeuner, on est allé marcher au parc. Comme tous les jours, notre groupe se réunissait à 9 heures. On était 8 femmes de plus de 65 ans qui avions découvert à quel point c'était agréable. De faire un peu de sport et de papoter sans que personne ne nous dise quoi faire. Bonjour Rosa, comment tu vas ce matin? M'a demandé Cécilia Faguindé, une femme de 73 ans devenue veuve. Il y a 2 ans et qui dégage toujours une énergie incroyable. Très bien, Cécilia, j'ai envie de marcher et de profiter de cette belle journée. Pendant qu'on marchait sur le sentier du parc, en écoutant les autres parler de leurs petits-enfants, des séries qu'elles suivaient et de leurs plans pour le week-end. Je me suis rendu compte à quel point tout ça allait me manquer si Eliseo obtenait ce qu'il voulait. Une maison pleine de monde signifiait ne plus pouvoir sortir quand je veux, devoir m'occuper des autres. Perdre ma liberté. Pendant la promenade, Tania Chavez nous a raconté que son fils lui avait suggéré de vendre sa voiture parce qu'elle était trop vieille pour conduire. On a tout été choqués. Tania conduit très bien, elle a tous ses papiers en règle. Et elle est plus prudente que beaucoup de jeunes. Ils ne comprennent pas qu'on reste des personnes avec notre propre vie, a dit Ottilia Faria, une femme de 65 ans qui travaille à mi-temps dans une boutique. Ils croient que passer 60 ans, c'est comme devenir incapable? On a tout hoché la tête. C'était un sujet qui nous unissait, la lutte pour garder notre autonomie. Dans une société qui essaie sans cesse de nous l'enlever. La lutte pour montrer que vieillir, ce n'est pas être inutile. Ni dépendante. Après la marche, Sévérina et moi sommes allés au centre commercial. J'avais besoin d'acheter des choses et aussi de faire un tour dans les magasins que j'aime. On a déjeuné dans un joli restaurant, on a pris quelques selfies. Qu'on a mis sur Facebook, on a chacune acheté un nouveau chemisier. Tu sais quoi, Rosa? Je pense que tu prends la bonne décision. À notre âge, on n'a plus le temps de faire plaisir aux autres.
Elle avait raison. À 70 ans, je ne pouvais plus me permettre de passer le reste de ma vie à être malheureuse. Pour satisfaire des gens qui ne valorisaient même pas mes sacrifices. J'avais déjà assez donné. J'avais été la mère dévouée, l'épouse soumise, l'employé modèle. Maintenant, c'était le moment d'être Rosa. Cet après-midi-là, en rentrant chez moi, je me suis assise dans le salon. Et j'ai regardé chaque recoin, ma télé, où je regardais mes émissions préférées. Mon fauteuil où je lisais avec plaisir, ma table où je prenais mon petit déjeuner en regardant le jardin. Tout ça allait changer si je laissais Eliseo gagner. Mais je n'allais pas le permettre. Cette fois, Rosa Gomez était prête à défendre ce qui lui appartenait. Le mercredi matin, pendant que je buvais mon café. Et que je regardais les messages du groupe WhatsApp, la sonnette a retenti. C'était Martina, ma belle-fille. Elle est arrivée avec ce faux sourire que je connaissais bien. Ce sourire manipulateur qu'elle sortait chaque fois qu'elle voulait me demander quelque chose. Bonjour belle maman. Comment allez-vous, belle maman? C'est comme ça qu'elle m'appelait quand ça l'arrangeait, sinon elle n'en avait rien à faire. Elle me parlait à peine. Elle avait dans les mains un sac de viennoiserie. Comme si un cadeau à 5 $ suffisait pour adoucir ce qui allait venir ensuite. Je l'ai regardé. Entre. Tu veux du café? Oh oui, merci. Je viens vous parler du déménagement de samedi. Elle voulait que je sache qu'ils allaient faire très attention avec mes affaires. Que je ne devais m'inquiéter de rien. Mes affaires. Comme si j'étais une invitée dans ma propre maison. Comme si elle était déjà la nouvelle propriétaire. Essayant de me rassurer sur le soin de mes objets. Mais je suis resté calme, j'ai souri. J'ai servi le café dans ma plus belle tasse. Vous avez tout préparé? Lui ai-je demandé pendant que je m'asseyais face à elle à la table de la salle à manger. Oui, presque tout est déjà emballé. Les enfants sont super excités. Leandro me demande tous les jours quand est-ce qu'on vient ici. Et Cecilia a déjà choisi. Dans quel lit elle veut dormir? Dans la chambre de couture. La chambre de couture. Mon espace sacré, où j'avais ma machine à coudre, mes tissus rangés par couleur. Mes patrons, mes projets en cours. Où je passais mes après-midi à créer de belles choses pour moi et pour mes amis. Et maintenant, ça allait devenir la chambre de 2 enfants qui allait tout déranger. Et ma mère, Ottilia, est très reconnaissante. Elle sait qu'elle ne peut pas vivre seule. Elle oublie des choses. Parfois elle ne se souvient même pas de prendre ses médicaments. Ici, elle sera mieux prise en charge. Voilà la manipulation émotionnelle. Présenter l'invasion de ma maison comme un acte de bonté. Comme si j'étais responsable du bien-être d'une femme. Que je ne connaissais même pas vraiment. Comme si refuser cette imposition faisait de moi quelqu'un de méchant et sans cœur. Et vous, où allez-vous dormir? Pour l'instant dans le salon, sur le canapé lit qu'on va amener. Mais ne vous inquiétez pas, on va être très organisé. Et Eliseo a déjà parlé à un contact pour voir si on peut trouver quelque chose de plus grand. Bientôt, bientôt. Encore un mensonge. Cela faisait 3 ans qu'il vivait dans cet appartement avec 2 chambres. Parce qu'il ne pouvait pas se permettre mieux. Eliseo était chauffeur VTC. Et Martina travaillait dans un magasin de vêtements. Tous les deux avaient des revenus très instables. Ils n'allaient rien trouver de mieux. Ils allaient rester dans ma maison sans date de départ. Belle maman, je voulais aussi vous dire qu'on va participer aux dépenses. Ne vous inquiétez pas pour ça. Participer aux dépenses. Comme c'est généreux, ils allaient contribuer à payer l'électricité, l'eau et le gaz. D'une maison qui n'était même pas à eux. Comme s'ils me faisaient une faveur. Comme si le fait que 4 personnes de plus vivent ici ne faisait pas doubler ou tripler. Toutes les dépenses. Combien vous comptez donner? Ma question l'a prise de court. Elle ne s'attendait pas à ce que je sois aussi direct. Elle s'est assise, mal à l'aise, et a baissé les yeux. Eh bien, on pensait, enfin, ce qu'on peut. Vous savez, en ce moment, les choses sont difficiles pour tout le monde. Bien sûr. Ce qu'ils pouvaient. Ça voulait dire qu'ils allaient donner le moins possible, quand ils pouvaient, si jamais ils pouvaient. Et en attendant, moi, j'allais payer toutes les dépenses pour entretenir une famille de 5 personnes. Martina. Je peux te poser une question? Oui, dites-moi. Est-ce que vous m'avez demandé si je voulais que vous veniez vivre ici?
La question l'a complètement déstabilisée. Elle est devenue nerveuse. Elle a commencé à jouer avec la serviette. Elle a évité de me regarder dans les yeux. C'était évident qu'il n'avait jamais considéré que mon avis était important dans une décision qui allait changer complètement ma vie. Eh bien, belle-maman, c'est qu'Éliseo a dit que vous étiez d'accord. Que ça vous faisait plaisir d'avoir de la compagnie. Il t'a dit ça? Oui. Il m'a dit que vous étiez très contente avec l'idée, que vous vous sentiez très seule ici. Mensonge. Éliseo lui avait menti pour qu'elle ne se sente pas mal d'envahir ma maison. Il lui avait dit que j'étais heureuse de la situation pour qu'elle puisse dormir tranquille, en sachant qu'elle profitait de moi. Martina, je ne suis pas seule. J'ai mes amis, mes activités, ma routine. Cette maison n'est pas trop grande pour moi, elle est parfaite. J'ai vu son visage changer pour la première fois depuis qu'elle était arrivée. Elle a perdu son assurance. Elle a compris que peut-être, les choses n'étaient pas comme Éliseo lui avait raconté. Mais Éliseo a dit. Éliseo a dit beaucoup de choses fausses. Est-ce qu'il t'a dit qu'il m'a demandé si j'étais d'accord? Est-ce qu'il t'a dit qu'on avait parlé des conditions? Est-ce qu'il t'a dit que j'avais accepté volontairement? Chaque question était comme une claque de réalité. Martina commençait à comprendre qu'elle avait été complice de quelque chose de mauvais. Qu'elle avait participé à une décision prise sans tenir compte de mes sentiments. Belle-maman, Nous pensions que... Vous n'avez pas pensé à moi du tout. Vous avez pensé que la meilleure solution à votre problème d'espace, c'était de m'utiliser comme solution. Elle s'est tue. Pour la première fois en 5 ans de relation, Martina ne savait pas quoi dire. Pour la première fois, elle semblait comprendre qu'ils avaient peut-être fait une erreur. Vous ne voulez pas qu'on vienne? Et toi, Martina, tu en penses quoi? Qu'est-ce que tu ferais si 4 personnes débarquaient chez toi? Sans te demander si tu es d'accord? Elle ne m'a pas répondu. Elle est restée là, à jouer avec la serviette, à digérer ce qui se passait. Probablement que, pour la première fois, elle s'est mise à ma place et a compris à quel point tout cela était injuste. Mais on a déjà tout emballé. On a déjà parlé au propriétaire de l'appartement. On a déjà dit aux enfants. Et là, c'était la vraie raison. Pour laquelle ils ne pouvaient pas faire marche arrière. Ce n'est pas qu'ils ne comprenaient pas que c'était mal. Mais qu'ils avaient déjà tout misé. Ils avaient pris des décisions irréversibles. Basées sur une imposition qui n'aurait jamais dû exister. Martina, ce sont des problèmes. Que vous avez créés quand vous avez décidé à ma place sans me consulter. Je ne suis pas responsable des conséquences de décisions que je n'ai pas prises. Elle s'est levée de table. Elle ne souriait plus. Il n'y avait plus de gentillesse dans sa voix. Maintenant, elle était en colère parce que je ne coopérais pas avec leur plan. Comme elle l'espérait. Éliseo m'avait dit que vous alliez sûrement être d'accord. Éliseo s'est trompé. Qu'est-ce qu'on va faire alors? On n'a plus d'endroit où vivre. C'est un problème que vous devez résoudre. Ce n'est pas moi qui ai créé cette situation. Elle est partie sans me dire au revoir, laissant les viennoiseries sur la table, comme un rappel de sa tentative ratée de me manipuler. Elle est partie fâchée, mais aussi inquiète. Pour la première fois, elle comprenait que Rosa Gomez n'était pas la gentille mamie facile qu'il croyait. Quand la porte s'est refermée, je me suis assise sur mon canapé et j'ai respiré profondément. C'était la première bataille, et je l'avais gagnée. Martina savait déjà que les choses ne se passeraient pas comme elle l'avait imaginé. Maintenant, il fallait que je me prépare pour quand Éliseo allait découvrir que son plan parfait était en train de s'écrouler. J'ai pris mon téléphone et envoyé un message à Severina. Tout a commencé. Martina est venue et elle est repartie avec une tête, tu n'imagines même pas. La réponse est arrivée tout de suite. Tu vas bien? Tu veux que je vienne? Je vais très bien. Demain, on continue avec le plan. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie forte. Je me suis sentie Rosa Gomez, pas la mère d'Éliseo, ni la belle-mère de Martina. Je me suis sentie comme une femme qui savait exactement ce qu'elle valait et qui n'allait plus jamais laisser quelqu'un décider à sa place. Le jeudi soir, Éliseo est arrivé furieux. Il n'a pas sonné. Il n'a pas dit bonjour. Il est entré directement, avec ce visage de colère qu'il fait quand les choses ne vont pas comme il veut. J'étais tranquillement installé sur mon canapé, en train de regarder ma telenovela préférée,
quand il a déboulé dans mon salon comme un ouragan. Qu'est-ce que t'as dit à Martina? Son ton était agressif. Autoritaire. Ce n'était pas la voix d'un fils inquiet, mais celle d'un homme. Habitué à ce que les femmes de sa vie obéissent sans discuter. Mais je n'étais plus la même Rosa qu'avant. Je lui ai balancé la vérité, vous ne m'avez jamais demandé si j'étais d'accord pour que vous veniez vivre ici. Oh maman. Tu vas vraiment faire des histoires maintenant? On a déjà tout préparé. On a déjà parlé avec le propriétaire. Les enfants savent déjà qu'on va déménager. Et maintenant tu dis non? Tu veux pas? Faire des histoires. Comme si défendre mon droit de décider de ce qui se passe dans ma propre maison était un caprice de vieille femme. Comme si mes sentiments étaient un obstacle. Embêtant dans leur plan parfait. Éliseo. Assieds-toi. Parlons comme des adultes. Je n'ai pas le temps de parler. Demain je me lève tôt pour le travail, et samedi c'est le déménagement. J'ai juste besoin que tu coopères. Je ne vais pas coopérer pour quelque chose que je n'ai jamais accepté. Il est resté planté là. Au milieu de mon salon, me regardant comme si j'étais devenue folle. Comme si une femme de 70 ans n'avait pas le droit de changer d'avis. Ou de défendre ce qui est à elle. Qu'est-ce qui t'arrive? Avant, t'étais pas aussi égoïste. Égoïste? Voilà le mot que j'attendais. Le mot qu'il sortait toujours quand je ne faisais pas ce qu'il voulait. Comme si prendre soin de moi était un défaut. Égoïste parce que je ne voulais pas qu'on envahisse ma maison. Égoïste parce que je voulais garder ma tranquillité. Mais tu vis seul dans une maison de 3 chambres. Nous, on est serrés dans un petit appartement. N'importe quelle mère normale serait contente d'aider son fils. Une mère normale. Encore une manipulation. Comme s'il existait un guide qui dit ce qu'une mère doit faire. Comme si j'échouais à être une bonne mère. Comme si être mère voulait dire se sacrifier jusqu'au dernier jour de sa vie. Éliseo. Tu sais combien ça m'a coûté d'acheter cette maison? Oui, je sais. T'as beaucoup travaillé. Mais à quoi ça sert d'avoir une grande maison si tu ne la partages pas avec ta famille? Ça sert à ce que je puisse vivre en paix après 70 ans à tout donner pour les autres. Cette réponse l'a déstabilisé. Il ne s'attendait pas à ce que je sois aussi direct, à ce que je mette mes besoins avant les siens. Il s'attendait à des larmes, des supplications, de la culpabilité. Il ne s'attendait pas à de la détermination. Maman, on est ta famille. La famille est censée s'entraider. Quand est-ce que toi tu m'as aidé, Éliseo? Cette question l'a laissé sans voix. Il est resté là à chercher dans sa mémoire un moment récent. Où il aurait fait quelque chose pour moi sans que je le lui demande. Il n'a rien trouvé, parce qu'il n'y en avait pas. Je viens souvent te voir. Tu viens seulement quand t'as besoin de quelque chose, quand t'as plus d'argent, quand tu veux que je garde les enfants, quand t'as besoin que je cuisine pour une fête. Quand est-ce que t'es venu juste pour savoir comment j'allais? Il ne m'a pas répondu, parce qu'il savait que j'avais raison. Nos visites ont toujours été intéressées. Il y avait toujours une demande cachée. Et puis, si vraiment on était une famille, comme tu dis, tu m'aurais demandé mon avis avant de prendre cette décision. Mais je pensais que tu serais d'accord. T'as toujours été là pour nous. Exactement. J'ai toujours été là. J'ai toujours dit oui. J'ai toujours mis vos besoins avant les miens. Tu crois pas qu'il est temps que quelqu'un pense à Rosa Gomez? Il a remarqué quelque chose de différent dans mon regard. Quelque chose qu'il n'avait jamais vu avant. Une force qu'il ne s'attendait pas à trouver. Une Rosa qui ne se laissait plus manipuler par la culpabilité ni par les émotions. Mais maman, qu'est-ce qu'on va faire? On n'a plus l'appartement avec 3 chambres. C'est votre problème. Je n'ai pas pris cette décision. Tu ne peux pas être aussi cruel. Cruel? Encore un mot plein de manipulation. Comme si me défendre était de la cruauté. Comme si poser des limites était un acte méchant. Tu sais ce qui est cruel? C'est d'arriver chez sa propre mère. Et de lui dire que d'autres vont venir vivre chez elle sans lui demander si elle est d'accord. Ça, c'est cruel. Il s'est enfin assis dans le canapé, mais pas pour discuter. Il s'est assis parce qu'il avait besoin de réfléchir à comment régler le problème qu'il avait lui-même créé. Martina pleure. Les enfants ont déjà emballé leurs jouets.
Ottilia a déjà vendu quelques meubles. Chaque phrase était une tentative de me faire culpabiliser. Chaque détail était une pression émotionnelle pour me faire céder. Mais ça ne marchait plus avec moi. Tout ça est arrivé parce que vous avez pris des décisions sans jamais les confirmer avec moi. Tu ne vas vraiment pas nous laisser venir? Vous ne viendrez pas. La réponse était ferme, définitive. Il n'y avait pas de place pour négocier. Pas de place pour les supplications. Pour la première fois de ma vie, j'avais mis une vraie limite à mon fils. Il s'est levé, furieux. Il a marché dans le salon comme un lion en cage. Il s'est passé les mains dans les cheveux. Il était désespéré parce que son plan parfait s'était effondré. Et si on paie un loyer? Et si on couvre toutes les dépenses? Non. Et si c'est juste temporaire? Juste le temps de trouver quelque chose? Non. Et si on promet de ne pas te déranger? De respecter tes espaces? Non. Chaque non était comme un coup de poignard à son orgueil d'homme. Il n'avait pas l'habitude que les femmes lui disent non. Encore moins sa mère. Je ne comprends pas ce qui t'arrive. Avant t'étais différente. Avant, j'étais une femme qui ne savait pas se faire respecter. Maintenant, je suis une femme qui sait ce qu'elle vaut. Il est parti en claquant la porte, en me criant que j'étais égoïste. Qu'il n'arrivait pas à croire que sa propre mère puisse être aussi cruelle. Il est parti en jurant qu'il reviendrait pour me faire changer d'avis. Mais c'était déjà trop tard. Rosa Gomez avait déjà pris une décision, et il n'y avait pas de retour possible. Cette nuit-là, je me suis endormi tranquille pour la première fois depuis plusieurs jours. J'avais affronté Eliseo et j'avais gagné. J'avais posé mes limites et je les avais défendues. Je m'étais défendu, moi, pour la première fois en 70 ans. Je me suis senti vraiment libre. Le vendredi matin, je me suis réveillé avec une sensation étrange dans la poitrine. Ce n'était pas de l'angoisse. Ce n'était pas de la peur. C'était de l'émotion. Pour la première fois depuis des années, je me sentais entièrement maîtresse de mes décisions. Et ça me donnait une énergie que je n'avais plus ressentie depuis très longtemps. Après ma routine du matin, j'ai appelé Séverina. Prête pour le jour le plus important? M'a-t-elle demandé, avec cette complicité que seuls les vrais amis partagent. Plus que prête, viens me chercher dans 1 heure. Le plan que j'avais préparé depuis des mois allait enfin se mettre en place. Ce n'était pas un coup de tête. Ce n'était pas un caprice. C'était une décision mûrement réfléchie, que je considérais sérieusement. Depuis qu'Eliseo avait commencé à faire des remarques sur le fait que ma maison était trop grande pour une seule personne. Séverina est arrivée pile à l'heure dans sa petite voiture blanche. Celle que son fils lui avait aussi dit de vendre parce qu'elle était trop âgée pour conduire. Comme moi, elle avait complètement ignoré cette absurdité. « Tu es nerveuse ?» m'a-t-elle demandé pendant que je montais dans la voiture. Pas du tout. Au contraire, je me sens plus sûr que jamais. Notre première destination était la banque. Pendant des années, j'avais économisé dans un compte qu'Eliseo ne connaissait pas. Un compte où je déposais de l'argent chaque mois depuis ma retraite. Ce n'était pas une fortune, mais assez pour ce que j'avais prévu. « Bonjour, Madame Gomez », m'a salué la directrice en arrivant. « En quoi puis-je vous aider aujourd'hui ? J'ai besoin de faire un virement. » Un gros virement. La femme a vérifié mon compte sur son ordinateur et a hoché la tête. Durant les 5 dernières années, j'avais été très discipliné avec mes économies. Je vivais de ma pension, et tout ce que je gagnais en cousant des vêtements pour les dames du quartier. Je l'économisais. Combien voulez-vous transférer ? Je lui ai donné le montant exact. La directrice a levé les yeux, surprise, mais elle n'a rien dit. C'était mon argent, mon choix. Êtes-vous sûr de vouloir faire cette opération, Madame Gomez ? Tout à fait sûr. Séverina m'a serré la main pendant qu'on attendait la fin de la transaction. Elle comprenait ce que ce moment signifiait pour moi. Elle savait qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Voilà, Madame Gomez. Votre virement a été effectué avec succès. On est sorti de la banque et on est allé directement à notre prochaine étape. L'agence immobilière. Maître Ramon Faguindé est un homme d'une 50aine d'années qui me conseillait depuis quelques semaines. Il nous a accueillis avec un sourire. Madame Gomez, comment allez-vous ? Prête à signer ? Plus que prête, maître. Je me suis assise en face de son bureau pendant qu'il préparait les documents.
Séverina est restée à mes côtés. Témoin d'un des moments les plus importants de ma vie. Êtes-vous certaine de cette décision? Une fois signée, il ne sera plus possible d'annuler. Maître, j'ai 70 ans. J'ai pris très peu de décisions vraiment importantes. Parce que j'ai toujours pensé aux autres. Celle-ci est la mienne. Et j'en suis totalement sûr. J'ai signé chaque document d'une main ferme. Mon nom, Rosa Gomez, était sur chaque page. Comme seul responsable de la transaction. 5 signatures sans garant. Personne d'autre? Juste moi. Parfait. Dans 24 heures, vous aurez les clés de votre nouvelle propriété. Nouvelle propriété. Ces mots sonnaient comme de la musique pour moi. Un endroit que personne ne connaissait. Que personne ne pouvait réclamer. Qui était uniquement à moi. Et l'autre transaction? Ai-je demandé. Elle est aussi en cours. Les acheteurs sont très enthousiastes. C'est une maison magnifique, très bien située. Il n'y a eu aucun problème pour trouver des intéressés. Séverina m'a regardé avec admiration. Elle savait combien cette décision avait été difficile à prendre. Elle savait combien il fallait de courage pour faire ça à 70 ans. On est sorti de l'agence immobilière et on est allé déjeuner dans un joli restaurant au centre-ville. Il fallait fêter ça. Je devais sentir que je faisais quelque chose de spécial pour moi. Rosa, comment tu te sens? Je me sens libre, Séverina. Pour la première fois de ma vie, je me sens totalement libre. Pendant qu'on mangeait, on a revu chaque détail du plan. Tout avait été prévu. Tout était calculé. Il n'y avait aucune place pour l'improvisation ni pour le retour en arrière. Et si Eliseo devient très agressif? Quand il l'apprendra, qu'il réagisse comme il veut. Ce n'est plus mon problème. Cette réponse m'a surprise moi-même. Pendant des années, j'avais vécu en fonction des réactions de mes enfants, évitant les conflits, sacrifiant ma tranquillité. Pour préserver la paix dans la famille. Mais plus maintenant. Et quand tu vas leur dire? Demain, quand ils arriveront avec toutes leurs affaires. Séverina a souri. Elle savait que ce serait un moment inoubliable, le moment où Rosa Gomez montrerait enfin de quoi elle était faite. Après le déjeuner, on est allé chez moi pour que je prenne quelques affaires importantes. Pas beaucoup. Juste l'essentiel. Les vêtements que je préférais. Mes papiers. Quelques photos de mes petits-enfants, mes bijoux, ma machine à coudre. Tu n'es pas triste de quitter cette maison? M'a demandé Séverina pendant que je pliais mes robes préférées. Cette maison a été mon rêve pendant 40 ans. Mais maintenant que je l'ai, je me rends compte que le rêve, ce n'était pas la maison. Le rêve, c'était d'avoir un endroit à moi, où personne ne puisse décider à ma place. Exactement. La maison était un symbole de mon indépendance, mais pas l'indépendance elle-même. L'indépendance, c'était pouvoir décider, choisir, dire non quand il le fallait. Pendant que je faisais mes valises, mon téléphone a sonné. C'était Eliseo. Maman, il faut qu'on parle. On a déjà parlé hier. Non, il faut qu'on parle sérieusement. Viens ici ou je viens là-bas. Il n'y a plus rien à dire. Eliseo. Maman, s'il te plaît. Les enfants pleurent. Martina n'a pas dormi de la nuit. Ottilia a déjà vendu ses meubles. Tu peux pas nous faire ça. Nous faire ça. Comme si j'étais responsable du chaos qu'ils avaient créé eux-mêmes en prenant des décisions unilatérales. Eliseo, ce que vous faites de vos vies, ce n'est pas ma responsabilité. Tu es ma mère. Les mères sont censées aider leurs enfants. Et je l'ai fait pendant 45 ans. J'avais fait ma part. J'ai raccroché. Ça ne servait à rien de continuer une conversation qui tournait en rond. Eliseo pensait encore qu'il pouvait me manipuler avec la culpabilité. Mais cette Rosa-là n'existait plus. Séverina m'a aidé à mettre les cartons dans sa voiture. Ce n'était pas beaucoup de choses, mais c'étaient les plus précieuses. Le reste restait dans la maison. Où est-ce qu'on va garder ça? Chez toi, si ça ne te dérange pas. Juste pour cette nuit. Bien sûr que ça ne me dérange pas. J'adore faire partie de ta révolution. Révolution? Quel mot parfait. Parce que c'est exactement ce que je faisais. Je faisais une révolution dans ma propre vie. Cette nuit-là, je suis resté chez Séverina.
On a cuisiné ensemble, on a regardé un film et on a discuté de ce qu'on allait faire dans les semaines à venir. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me suis pas inquiété de ce que les autres attendaient de moi. Demain, dit Sévérina avant que je me couche, va être une journée très intéressante. Demain sera le premier jour du reste de ma vie. Et elle avait raison. Demain, Rosa Gomez et moi, on allait renaître. Le samedi s'est levé avec un soleil éclatant, comme pour éclairer le chemin vers ma nouvelle vie. Je me suis levé tôt, je me suis préparé avec soin, et je suis retourné chez moi, prêt à assister au spectacle qui allait commencer. À 9h pile est arrivé le premier camion de déménagement. Eliseo était au volant, suivi de Martina en voiture avec les enfants et Ottilia. Derrière, une autre voiture avec plus de parents venus pour aider à tout déménager. Ils sont descendus avec l'énergie de ceux qui croient que tout va se passer exactement comme prévu. Et ont donné des ordres aux déménageurs comme s'ils étaient déjà les propriétaires de la maison. Martina rangeait les cartons selon ses priorités. Les enfants couraient excités vers la porte. Je suis sorti pour les accueillir avec un calme qui m'a moi-même surprise. Je n'étais pas nerveuse. Je n'avais aucun doute. Juste une paix profonde de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il va faire. Bonjour, leur ai-je dit depuis l'entrée. Bonjour maman. On est arrivé. Les gars vont commencer à descendre les affaires. Tu peux bien ouvrir la porte pour qu'ils puissent entrer? Ce ne sera pas nécessaire. Eliseo s'est figé. Les déménageurs ont attendu les ordres. Martina a levé les yeux des cartons qu'elle organisait. Comment ça, ce ne sera pas nécessaire? Rien n'entrera dans cette maison. Le silence qui a suivi a été assourdissant. Tout le monde est resté figé, essayant d'assimiler ce que je venais de dire. C'était comme si une bombe venait d'exploser au milieu de leur opération parfaitement orchestrée. Maman, de quoi tu parles? Le camion est là. On a tout apporté. Et vous allez tout remporter. Eliseo s'est approché de moi avec ce visage qu'il faisait quand il pensait pouvoir m'intimider. Mais je n'étais plus la même femme qu'avant. Tu es folle? Tu te rends compte de combien nous a coûté le camion? Tu sais tout ce qu'on a dû faire pour organiser tout ça? Ça ne m'intéresse pas, Eliseo. Je ne vous ai jamais demandé d'organiser quoi que ce soit. Martina s'est approchée avec les enfants à la main. Leandro et Cecilia me regardaient avec un air perdu, ne comprenant pas pourquoi leur grand-mère ne les laissait pas entrer dans ce qui allait être leur nouvelle maison. Qu'est-ce qui se passe? Les enfants veulent déjà voir leur chambre. Ici, il n'y a pas de chambre pour vous. Martina. Ottilia, qui jusque-là était restée dans la voiture, est descendue avec l'aide de sa canne. C'était une femme de 75 ans, toute maigre et fragile, qui, visiblement, ne comprenait rien à ce qui se passait. Où est ma chambre? A-t-elle demandé d'une voix douce. Il n'y a pas de chambre pour vous, madame, lui ai-je répondu avec respect, mais avec fermeté. C'était comme une gifle pour toute la famille. Eliseo est devenu tout rouge de colère. Martina a éclaté en larmes. Les enfants se sont accrochés à leur mère, morts de peur. Maman, tu ne peux pas nous faire ça. On n'a nulle part où aller. C'est un problème que vous avez créé vous-même en prenant des décisions sans me consulter. Mais on est ta famille. Une famille qui ne me respecte pas n'est pas une famille. C'est des gens qui profitent de moi. Les déménageurs étaient toujours à côté du camion, attendant des instructions. La situation devenait très gênante pour tout le monde. Monsieur, dit l'un des déménageurs à Eliseo. On descend les affaires ou pas? Bien sûr qu'on les descend. C'est ma mère. La colère va lui passer. Mais elle ne va rien me passer du tout, ai-je dit en m'adressant aux déménageurs. C'est ma maison. C'est moi qui paie l'hypothèque et c'est moi qui décide qui entre. Vous ne descendez rien. Un des déménageurs, un homme plus âgé qui avait sûrement déjà vu beaucoup de drames de famille, a hoché la tête avec compréhension. Désolé, monsieur, mais si la dame dit que c'est chez elle et qu'elle ne veut pas qu'on descende les choses, on ne peut rien faire. Eliseo a complètement perdu le contrôle. Il a commencé à crier que j'étais folle, qu'il ne pouvait pas croire que sa propre mère pouvait être aussi cruelle. Qu'il allait prouver que je n'étais pas dans mon état normal. Je vais parler à un avocat. Je vais prouver que tu n'es pas capable de prendre des décisions. Parfait, Eliseo, ai-je dit.
En attendant, dégage ton camion de mon entrée. Martina s'est approchée avec les yeux pleins de larmes, portant Cecilia qui pleurait aussi. Belle maman, s'il vous plaît, pensez aux enfants. Ils n'ont rien fait. Où est-ce qu'on va dormir cette nuit? C'était la dernière tentative de manipulation émotionnelle. Utiliser les enfants comme bouclier, comme si c'était moi. La responsable des décisions et des erreurs de leurs parents. Les enfants ne sont pas responsables. Mais moi non plus. Leurs parents auraient dû penser à eux avant de décider sans avoir de plan B. Tu ne peux pas être aussi sans cœur. Cria Éliseo. Sans cœur? Tu sais ce que c'est être sans cœur, Éliseo? C'est arriver chez ta mère et lui annoncer que d'autres vont venir vivre chez elle sans même lui demander si elle est d'accord. Ça, c'est être sans cœur. La dispute attirait déjà l'attention des voisins. Doña Carmen, qui vivait à côté, était sortie arroser ses plantes, mais écoutait tout très clairement. Don Julio regardait depuis sa fenêtre, sans essayer de se cacher. Maman, s'il te plaît, viens parler à l'intérieur. Tu fais un scandale. Il n'y a rien à dire à l'intérieur parce que vous n'allez pas entrer. À ce moment-là, Severina est arrivée dans sa voiture. Elle avait promis de venir me soutenir dans ce moment difficile. Elle est sortie et a marché vers nous. Avec la dignité typique des femmes de notre génération. Bonjour Rosa. Tout va bien? Tout va parfaitement bien, Severina. Il s'en allait justement. Éliseo la regarda avec mépris. Il avait toujours pensé que mes amis me remplissaient la tête d'idées bizarres. Comme si je n'étais pas capable de réfléchir toute seule. C'est aussi de votre faute? A-t-il dit à Severina. C'est sûrement vous qui lui avez mis ces idées folles en tête. Jeune homme, a répondu Severina avec un calme impressionnant. Votre mère n'a besoin de personne pour lui mettre des idées. C'est une femme intelligente qui sait parfaitement ce qu'elle fait. Ça ne va pas rester comme ça. Cria Éliseo pendant qu'il ramenait sa famille à la voiture. Je vais revenir avec un avocat. Je vais prouver que tu n'as pas toute ta tête. Et quand tu reviendras avec ton avocat, ai-je crié pendant qu'il s'éloignait. N'oublie pas d'apporter aussi les papiers qui prouvent que cette maison est à toi. Parce que moi, j'ai tous les miens. Ils sont partis comme ils étaient venus, mais avec les cartons encore dans le camion. Et avec une humiliation qu'ils n'avaient jamais connue. Ils sont partis en sachant que Rosa Gomez n'était plus la femme qu'ils croyaient. Quand la dernière voiture a tourné au coin, Severina m'a prise dans ses bras. Comment tu te sens? Je me sens libre, Severina. Pour la première fois en 70 ans, je me sens totalement libre. Et c'était vrai. J'avais fait face à ma famille. J'avais posé des limites. J'avais défendu ce qui m'appartenait. J'avais montré que Rosa Gomez était bien plus forte que ce que tout le monde croyait. Mais ce n'était que le début. Le meilleur restait à venir. Tout l'après-midi du samedi, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. Des appels d'Éliseo, des messages de Martina. Même des proches dont je ne savais même pas qu'ils avaient mon numéro. Ils m'ont tous appelé avec la même intention, me faire changer d'avis. La première à appeler a été ma sœur Tania, qui vit à Guadalajara et qui avait clairement entendu. Une version très déformée de ce qui s'était passé. Rosa, c'est vrai que tu as mis Éliseo et sa famille à la porte? Mais qu'est-ce qui te prend? Ce garçon est désespéré. Tania, je n'ai mis personne à la porte. Je n'ai simplement pas laissé des gens entrer chez moi sans mon autorisation. Mais c'est ton fils, Rosa. Les enfants peuvent toujours compter sur leur mère. Les enfants peuvent compter sur leur mère, mais ils ne peuvent pas décider à sa place. Ma sœur ne comprenait pas. Pour elle, comme pour beaucoup de femmes de notre génération. Être mère voulait dire être toujours disponible pour résoudre les problèmes de ses enfants, peu importe le prix à payer. Où est-ce qu'ils vont vivre? Où vont dormir les enfants ce soir? C'est à Éliseo de régler ça. C'est lui qui a causé ce problème. Rosa, ne sois pas dure. Aide-les, au moins pour un moment. Non. Tania, j'ai déjà aidé pendant 45 ans. J'ai raccroché et éteint le téléphone. Ça ne servait à rien d'écouter encore et encore les mêmes arguments. Toute la famille avait décidé que j'étais la méchante. La mère cruelle qui avait abandonné son fils au mauvais moment. Severina est restée avec moi tout l'après-midi. On a cuisiné ensemble, regardé la télé, parlé de tout sauf du drame familial.
J'avais besoin de normalité. J'avais besoin de me rappeler qu'il existait un monde au-delà des problèmes d'Eliseo. Mais à 19h, tout a changé. Ils sont revenus, mais cette fois, ils n'étaient pas seuls. Eliseo est arrivé avec Julio Chavez, son parrain, un homme d'environ 60 ans. Qui avait toujours voulu jouer les médiateurs dans les conflits familiaux. « Bonsoir Rosa », m'a salué Julio avec cette voix calme qu'il utilisait pour avoir l'air sage. « On peut entrer pour discuter ?»« Bonsoir Julio. »« Bien sûr, entrez. » Ils sont entrés dans mon salon comme s'ils allaient mener une négociation diplomatique. Julio s'est assis sur le canapé principal. Eliseo est resté debout, clairement énervé, mais essayant de garder son calme devant son parrain. « Rosa, Eliseo m'a raconté ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a eu un malentendu. » « Il n'y a aucun malentendu, Julio. Eliseo a décidé que sa famille allait emménager chez moi sans me demander. Moi, j'ai décidé que non. Mais Rosa comprend la situation. Le garçon est désespéré. Il n'a plus son appartement. Il a dépensé pour le camion de déménagement. Les enfants n'ont nulle part où aller. Tout ça, ce sont les conséquences de décisions qu'il a prises sans me consulter. Julio a soupiré, comme s'il parlait à une gamine têtue. C'était cette attitude paternaliste que j'avais subie toute ma vie. Des hommes plus âgés qui expliquaient aux femmes quelles étaient leurs obligations. Rosa, je sais que tu te sens offensée parce qu'on ne t'a pas prévenu, mais maintenant il faut penser à des solutions pratiques. La solution pratique, c'est qu'ils trouvent un autre endroit où vivre. Et en attendant, tu vas les laisser dans la rue? Je ne les laisse nulle part. Ce sont eux qui se sont mis dans cette situation. Et cette dame âgée qui a besoin de vrais soins. Tu vas permettre qu'elle dorme dans la voiture? La manipulation émotionnelle venait maintenant d'un homme plus rusé. Quelqu'un qui savait exactement sur quel bouton appuyer pour me faire culpabiliser. Julio, ni les enfants ni Ottilia ne dorment dans la voiture. Ils sont chez les parents de Martina. Eliseo exagère la situation pour me faire culpabiliser. Il s'est tu. Il ne s'attendait pas à ce que je connaisse aussi bien la réalité. D'ailleurs, ai-je continué, si les enfants et Ottilia comptaient vraiment pour eux. Ils auraient mieux planifié les choses avant de prendre des décisions irréversibles. Rosa, ne sois pas rancunière. Le garçon a fait une erreur, mais il regrette. J'ai regardé Eliseo. Il n'y avait pas la moindre trace de regret sur son visage. Seulement de la frustration parce que ses plans n'avaient pas fonctionné. Tu regrettes, Eliseo? Tu regrettes de ne pas m'avoir demandé? Maman, je pensais que tu serais d'accord. Ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Je t'ai demandé si tu regrettes de ne pas m'avoir demandé. Il s'est tu. Il ne pouvait pas admettre qu'il s'était trompé. Parce que ça voudrait dire reconnaître que j'avais des droits. Qu'il avait ignoré. Le problème, ce n'est pas que tu pensais que j'allais être d'accord. Le problème, c'est que tu as pris une décision à propos de ma vie sans même m'en parler. Julio a tenté une autre approche. Rosa, que faut-il pour que tu changes d'avis? Tu veux qu'il paie un loyer? Qu'on mette des règles claires? Je ne veux rien, Julio. Je veux seulement qu'on respecte ma décision. Et quelle est ta décision finale? Ils ne vivront pas dans ma maison. Eliseo s'est levé, furieux. Très bien, j'ai compris. Tu préfères rester seul dans ta grande maison plutôt que d'aider ta propre famille. Je préfère vivre avec dignité plutôt que d'être une servante chez moi. Personne ne voulait que tu sois une servante. Ah non? Et qui allait faire à manger pour 5 personnes de plus? Qui allait nettoyer tout ce qu'ils allaient salir? Qui allait s'occuper d'Ottilia quand elle serait malade? Qui allait payer l'électricité, l'eau, le gaz pour 5 personnes de plus? Il ne m'a pas répondu, parce qu'il savait très bien que la réponse, c'était moi. Rosa Gomez. J'aurais tout supporté pendant qu'eux organisaient leur vie. Et puis, ai-je ajouté, si c'était vraiment temporaire, comme vous dites, ils pourraient louer une petite chambre pour quelques mois. Mais on sait que ce n'est pas temporaire. On sait que, dès qu'ils seront ici, ils ne partiront plus jamais. Julio a compris qu'il avait perdu. Il n'avait plus aucun argument pour me convaincre, parce que tout ce que je disais était vrai. Rosa, j'espère que tu ne regretteras pas cette décision. J'ai déjà regretté pendant des années de ne pas en prendre. Je ne vais pas regretter de commencer à en prendre. Ils sont partis plus silencieux qu'à leur arrivée.
Julio, habitué à résoudre les disputes familiales avec sa sagesse de patriarche, avait été battu par une femme de 70 ans qui savait simplement ce qu'elle valait. Eliseo est parti sans dire au revoir. Mais avant de sortir, il m'a crié depuis la porte. N'oublie pas qu'un jour tu seras vieille et malade, et tu auras besoin que quelqu'un s'occupe de toi. Je lui ai répondu. Ne t'en fais pas, je paierai quelqu'un pour s'occuper de moi avec respect. Pas quelqu'un qui me voit comme un fardeau. Ce soir-là, après le départ de Severina, je me suis assise dans mon salon et j'ai ressenti une paix que je n'avais pas connue depuis des années. J'avais résisté à toutes les tentatives de manipulation. J'avais maintenu ma position malgré la pression familiale. Rosa Gomez avait remporté la bataille la plus importante de sa vie. Mais la guerre n'était pas encore terminée. Le dimanche matin, j'ai pris mon petit déjeuner tôt car j'avais un rendez-vous important. À 10h pile, Maître Ramon Faguindé est arrivé avec une chemise remplie de documents. Et un sourire qui m'a rassuré immédiatement. « Bonjour Madame Gomez. Je viens vous remettre les clés de votre nouvelle propriété. » Les clés. J'avais enfin entre mes mains les clés de ma nouvelle vie. Une maison plus petite mais plus moderne, dans un quartier calme, où personne ne me connaissait. Où personne n'attendait rien de Rosa Gomez, ni n'avait d'avis sur ce que je devais ou ne devais pas être. Et voici les documents de la vente de cette maison. Tout s'est parfaitement déroulé, madame. Les acheteurs sont ravis. Ils ont déjà tout payé. J'ai signé les derniers papiers avec un mélange de nostalgie et de joie. Cette maison avait été mon rêve pendant 40 ans. Mais elle était devenue un champ de bataille. Il était temps de la laisser partir. Quand faut-il remettre la maison? Aujourd'hui même, si possible. Les acheteurs veulent emménager cette semaine. Parfait. Il n'y avait plus de place pour les regrets ni pour les hésitations. Severina est arrivée avec sa voiture juste au moment où le notaire partait. On avait prévu de récupérer mes affaires. Et de commencer officiellement ma nouvelle vie. Prête pour le grand changement? M'a-t-elle demandé pendant qu'on montait les derniers cartons. Plus que prête, Severina. J'ai l'impression de recommencer à zéro. Pendant qu'on rangeait mes affaires dans la voiture, Doña Carmen, ma voisine de toujours, est apparue. Elle avait toujours été gentille, respectueuse et discrète. Mais on voyait bien qu'elle était curieuse de tout ce qui s'était passé. Rosa, c'est vrai que tu t'en vas? Oui, Carmen. Je pars aujourd'hui. Je déménage. Et tout ça, c'est à cause de l'histoire avec Eliseo? Ce n'est pas une histoire, Carmen. C'est une décision personnelle. Elle m'a regardé avec ce regard que je connaissais trop bien, celui de quelqu'un qui ne comprend pas. Comment une mère peut mettre son propre bien-être avant les besoins de ses enfants? Ça ne te rend pas triste de quitter la maison où tu as vécu tant d'années? Ce qui me rend le plus triste, c'est d'avoir perdu autant d'années sans vraiment vivre. Elle n'a pas compris ma réponse, mais elle m'a souhaité bonne chance. Et m'a dit au revoir avec cette politesse qu'utilisent ceux qui n'approuvent pas tes choix mais n'osent pas te le dire. Nous étions sur le point de finir de charger quand Eliseo est apparu. Il venait seul, sans Martina ni les enfants, avec un visage à moitié en colère, à moitié désespéré. Que se passe-t-il ici? Pourquoi tu es en train de charger tes affaires? Je déménage, Eliseo. Tu déménages? Où ça? Dans ma nouvelle maison. Il est resté figé sur le trottoir comme s'il venait de recevoir un coup. Il ne s'y attendait pas. Il pensait qu'après quelques jours de caprice, je céderais et que je leur ouvrirais les portes de ma maison. Tu as acheté une autre maison. Avec quoi? De l'argent? Avec mon argent, Eliseo. L'argent que j'ai économisé pendant des années. Et cette maison? Je l'ai vendue. Le choc a été immédiat. Il est devenu pâle, s'est mis à trembler, et a dû s'appuyer sur la voiture pour ne pas tomber. Tu as vendu la maison? Tu as vendu notre maison? J'ai vendu ma maison. Eliseo, ce n'a jamais été notre maison. Mais c'était la maison familiale. C'est là qu'on allait élever les petits-enfants. C'était notre héritage. Et voilà, la vérité sortait. Il ne se souciait pas de mon bien-être, ni de mon bonheur. Je venais de lui faire perdre l'héritage qu'il croyait déjà acquis. Ton héritage, c'est l'éducation que je t'ai donnée, les valeurs que je t'ai inculquées. Les opportunités que je t'ai offertes pour faire quelque chose de grand.
Cette maison, je l'ai achetée pour ma mère. Tu ne peux pas faire ça. Annule la vente. Appelle les acheteurs. C'est déjà fait, Éliseo. Les papiers sont déjà signés. L'argent est déjà à la banque. Il s'est assis sur le trottoir et s'est mis à pleurer. Comme un enfant. Il ne pleurait pas pour moi. Il ne pleurait pas pour notre relation. Il pleurait pour l'argent perdu, pour la maison qu'il ne pourrait plus hériter. Où est-ce qu'on va vivre? Où vont dormir mes enfants? C'est à toi de le résoudre, comme n'importe quel homme adulte. Sévérina a fini de fermer le coffre et m'a fait un signe pour qu'on parte. Il n'y avait plus rien à faire ici. Éliseo, je pars. J'espère qu'un jour tu comprendras que ce que j'ai fait, ce n'était pas pour te blesser, mais pour me respecter. Tu ne peux pas partir comme ça. Je suis ton fils. Justement parce que tu es mon fils. J'espère qu'un jour tu apprendras à apprécier les femmes de ta vie au lieu de les utiliser. Je suis monté dans la voiture de Sévérina sans me retourner. Dans le rétroviseur, j'ai vu Éliseo courir derrière la voiture, en criant que je revienne, qu'on parle, que je ne pouvais pas lui faire ça. Mais c'était déjà fait. Rosa Gomez avait fermé un chapitre de sa vie et en ouvrait un complètement nouveau. « Comment tu te sens ?» m'a demandé Sévérina pendant qu'on roulait vers ma nouvelle maison. Je me sens renaître. La nouvelle maison était parfaite. Plus petite que l'ancienne, mais avec tout ce dont j'avais besoin. 2 chambres, une pour moi et une autre pour les invités que je voudrais vraiment recevoir. Un salon chaleureux. Une cuisine moderne. Un petit jardin, simple mais joli. Elle est magnifique, Rosa. Tu vas être très heureuse ici. Elle avait raison. Pour la première fois de ma vie, j'avais un espace complètement à moi. Sans engagement, sans obligation envers personne. Cet après-midi-là, pendant que je rangeais mes affaires dans ma nouvelle maison, le téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. Madame Rosa Gomez? Oui, c'est moi. Je suis maître Hector Torres. Je représente votre fils, Éliseo Gomez. Mon client souhaite contester la vente de la propriété de la rue Morlot. Donc, Éliseo avait tenu sa menace. Il avait engagé un avocat pour essayer de me retirer mon droit de vendre ma propre maison. Maître, cette propriété m'appartenait. J'ai tous les papiers pour le prouver. Je comprends, madame. Pourrions-nous nous voir pour discuter d'une possible solution? Il n'y a rien à discuter, maître. J'ai exercé mon droit légal de vendre un bien qui m'appartenait entièrement. Madame, mon client affirme que la vente a été faite dans un état émotionnel instable. Et sans prendre en compte les droits de la famille. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. L'avocat essayait de prouver que j'étais folle ou que la famille avait un droit sur ma propriété. Maître, j'ai 70 ans, je ne souffre pas de démence. J'ai toutes mes capacités mentales. Et cette maison était à mon nom, uniquement. Votre client n'a aucun droit légal sur cette maison. Seriez-vous disposé à me rencontrer pour discuter d'une compensation? Il n'y a rien à discuter. Bonne journée. J'ai raccroché et je me suis assise sur mon nouveau canapé pour réfléchir à tout ce qui venait d'arriver. Le maître n'allait pas abandonner si facilement. Il continuerait à insister, menacer, essayer de me faire culpabiliser. Mais je m'en fichais. Rosa Gomez avait pris la décision la plus importante de sa vie. Et il n'y avait pas de retour en arrière. 3 mois après avoir emménagé dans ma nouvelle maison, ma vie avait complètement changé. Je me réveillais chaque matin sans le poids des attentes des autres. Sans la pression de devoir plaire à qui que ce soit. Ma routine du matin restait la même. Je prenais mon petit déjeuner tranquillement en regardant mon petit jardin. Je consultais les messages du groupe WhatsApp de mes amis. Mais maintenant tout avait un autre goût. C'était le goût de la vraie liberté. Sévérina venait me rendre visite tous les mardis et jeudis. Nous avions formé une sorte de sororité entre femmes mûres qui se soutenaient. J'avais aussi fait la connaissance de mes nouvelles voisines, Cécilia Faguindé, une veuve de 72 ans. Qui donnait des cours de tricot, et Otilia Chavez, une femme de 68 ans. Qui avait ouvert un petit commerce de pâtisserie chez elle. Tu sais ce que j'aime le plus ici? Ai-je dit à Sévérina pendant qu'on buvait un café dans ma nouvelle cuisine. Quoi? C'est que personne ne me connaît comme la maman d'Éliseo, ni comme la belle-mère de Martina. Ici, je suis simplement Rosa Gomez.
Ma nouvelle identité avait fleuri de façon que je n'imaginais même pas. Je me suis inscrite à un atelier de peinture au centre communautaire. J'ai repris ma passion pour la couture, mais maintenant pour créer des choses pour moi. J'ai appris à mieux utiliser mon téléphone portable et j'ai même ouvert un compte Instagram, où je publiais des photos de mes projets. L'argent de la vente de ma maison m'avait permis non seulement d'acheter la nouvelle, mais aussi d'avoir un petit coussin financier qui me donnait beaucoup de tranquillité. Pour la première fois de ma vie, je ne dépendais financièrement de personne. Et cette sensation était grisante. « Tu as eu des nouvelles d'Eliseo ?» m'a demandé Séverina. Son avocat m'a rappelé 2 fois, mais je ne réponds plus. Tania m'a dit qu'ils avaient enfin trouvé un appartement plus grand à louer. La vie avait continué pour tout le monde. Eliseo avait dû faire face aux conséquences de ses décisions précipitées. Mais il avait finalement résolu sa situation de logement sans avoir à envahir la maison de sa mère. « Il ne te manque pas ?» C'était une question que je me posais souvent moi-même. Ma famille me manquait. Le bruit des enfants me manquait. Les conversations à table, la sensation d'être utile. Ce qui me manque, c'est l'idée que je me faisais d'eux, ai-je répondu après réflexion. Ce qui me manque, c'est l'illusion qu'ils me respectaient. Mais ce qui ne me manque pas, c'est de me sentir utilisé. C'était la vérité la plus honnête que je pouvais dire. Pendant des années, j'ai confondu être utile avec être aimé, être nécessaire avec être respecté. Un dimanche après-midi, pendant que j'arrosais les plantes de mon jardin, la sonnette a retenti. C'était Leandro, mon petit-fils de 8 ans, accompagné de Cecilia, ma petite-fille de 6 ans. Ils étaient seuls, ce qui m'a surprise. « Mamie !» cria Leandro en courant vers moi. « Bonjour, mes amours. Qu'est-ce que vous faites ici? Où sont vos parents? » « Papa nous a amenés, mais il est resté dans la voiture, » m'a expliqué Cecilia. « Il nous a dit de te dire que tu nous manques beaucoup. » Manipulation émotionnelle en utilisant les enfants. Eliseo était arrivé à ce niveau de désespoir. « Et vous, est-ce que je vous manque ?» leur ai-je demandé en me baissant à leur hauteur. « Oui, mamie. »« Pourquoi tu ne vis plus dans la grande maison ?»« Parce que j'ai acheté une maison plus jolie, où je peux être plus heureuse. »« On peut la voir ?»« Bien sûr. » Je les ai fait entrer et je leur ai montré chaque recoin de ma nouvelle maison. Leurs yeux se sont illuminés quand ils ont vu ma salle de couture parfaitement rangée, avec des tissus colorés et ma machine en marche. « C'est trop beau. Tu peux nous apprendre à coudre? » Bien sûr. Quand vos parents me donneront la permission, vous pourrez venir le week-end et je vous apprendrai. On a joué pendant 1 heure. Je leur ai préparé leurs biscuits préférés. On a regardé des dessins animés, on a pris des selfies que j'ai publiés sur mon Instagram. C'était des moments sincères, sans pression, sans aucune arrière-pensée. Quand mon téléphone a sonné, je savais que c'était Eliseo qui appelait à propos des enfants. « Maman, les enfants sont avec toi? » Oui, ils sont ici. Très content. Au fait? On peut passer les récupérer? Vous pouvez passer, mais seulement pour les récupérer. Je ne vais rien discuter avec toi devant eux. 10 minutes plus tard, Eliseo et Martina sont arrivés. Ils avaient l'air différents. Plus fatigués. Plus sérieux. Les soucis d'argent pour faire vivre une famille sans aide extérieure se voyaient sur leur visage. « Bonjour maman. » m'a dit Eliseo avec une voix plus douce que la dernière fois. « Bonjour, Eliseo. » Les enfants se sont très bien comportés. Martina m'a à peine salué. Elle était encore blessée par tout ce qui s'était passé, sûrement en train de me blâmer pour les difficultés qu'ils avaient traversées. « Maman. On peut parler un moment? Je t'ai déjà dit que je ne parlerai de rien devant les enfants. Ce n'est pas pour discuter. Je veux juste... Je veux te demander pardon. » Ça, je ne m'y attendais pas. Eliseo, mon fils fier et têtu, était en train de s'excuser. Les enfants allaient jouer un peu dans le jardin. Quand ils sont partis, Eliseo s'est assis en face de moi. Il a pris une grande inspiration. « Maman, ces derniers mois ont été très difficiles. Pas seulement à cause de l'argent, mais parce que je me suis rendu compte que je ne t'ai jamais demandé ce que toi tu voulais. Et maintenant, tu le comprends? » Oui. Maintenant je comprends que j'ai pris des décisions à ta place. Sans penser à ce que tu ressentais. Et je te demande pardon pour ça.
C'était un progrès. Ce n'était pas encore des excuses complètes, car il ne parlait pas du respect, de la manipulation ni des menaces juridiques. Mais c'était un premier pas. Et qu'est-ce que tu attends de moi, Éliseo? Je n'attends rien, maman. Je voulais juste que tu saches que je me suis trompé. Que je me suis trompé. Martina restait silencieuse, mais j'ai vu dans ses yeux quelque chose qui ressemblait peut-être à de la compréhension. Peut-être qu'elle aussi avait compris que les mères ne sont pas des ressources illimitées pour régler les problèmes des autres. Éliseo, je ne suis pas ton ennemi. Je ne l'ai jamais été. Mais je ne serai plus cette femme qui dit oui à tout sans qu'on lui demande comment elle se sent. Je comprends. Tu comprends vraiment? Ou tu me dis juste ce que tu crois que je veux entendre? Il est resté pensif avant de répondre. Ça m'a donné de l'espoir. Pour la première fois, il réfléchissait vraiment à mes mots. Je crois que je comprends. Et je crois que j'ai peur d'accepter que ma mère a le droit de vivre sa propre vie. C'était la déclaration la plus honnête que je lui avais entendue depuis des années. Les enfants peuvent venir me voir quand ils veulent. Si vous avez besoin de temps pour vous, ils peuvent rester les week-ends. Mais ils viendront comme des invités précieux, pas comme si c'était mon devoir. Vraiment? Sérieusement? Mais à une seule condition, que vous me respectiez. Comme vous respecteriez n'importe quelle autre personne qui vous rend service. Il a hoché la tête avec une humilité que je ne lui avais pas vue depuis qu'il était enfant. Quand ils sont partis, je suis restée assise dans mon salon à regarder les photos que j'avais prises avec mes petits-enfants. Ils avaient l'air nerveux, innocents, pleins de vie. Ils n'étaient pas responsables des choix de leurs parents. Mais désormais, la relation se ferait selon mes règles. Je n'allais plus être la grand-mère qui disait oui à tout par peur de perdre l'amour de ses petits-enfants. J'allais être la grand-mère qui les aimait assez pour leur apprendre que les femmes âgées méritent aussi le respect. Ce soir-là, avant de dormir, je me suis regardé dans le miroir de ma nouvelle chambre. J'ai vu une femme de 70 ans qui avait appris à se valoriser. J'ai vu Rosa Gomez entière, libre, maîtresse de ses choix. Je me suis couché dans mon lit en sachant qu'au réveil, je serais dans ma maison, avec mon emploi du temps, mes projets, ma vie. Enfin, après tant d'années, c'est moi qui décidais de qui je voulais prendre soin. Et la première personne que j'avais choisi de chérir, c'était moi-même.